Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Livre-toi, le magazine du livre et de l'actualité culturelle. Nous sommes à l'Autrement dit, à Moret-Vaux-sur-Sûre, 91 A, rue de Saint-Hubert. Une association qui propose aux parents et aux enfants un accompagnement concret et progressif. Parallèlement, l'association créée en 2007 propose des journées pédagogiques et des ateliers pour les professionnels de l'éducation, notamment pour l'Office de la naissance et de l'enfance. Anne-Sophie Diry vient de publier aux éditions Racine « Et s'il était possible d'être un parent équilibré », précédemment en auto-édition, le concours de Madame Gisèle. Il est temps qu'elle nous rejoigne. Mais c'est pas épuisant de tenir la perche comme il le fait. Moi j'aurais des grands beaux bras. Comme il le fait parce qu'il va s'asseoir. Hein. Ça, je ne sais pas moi. Tu veux un tabouret haut? Attends, j'ai ce qu'il faut. Ça va être plus confortable. Anne-Sophie, bonjour, merci de nous accueillir à l'Autrement dit. 4 personnes travaillent à l'Autrement dit. Présentez-nous ces personnes et proposez-nous leurs spécificités. Françoise est notre collègue. Depuis quelques années maintenant, Françoise Conrard travaille avec nous. Elle est psychomotricienne et elle anime aussi les formations avec nous pour les professionnels de l'éducation. Plus récemment, Laurent Chavannes nous a rejoints dans l'animation aussi. On donne aussi des formations, principalement, aujourd'hui en tout cas, principalement pour les parents et les professionnels de l'éducation. On travaille beaucoup dans les écoles, dans les crèches, dans les accueils extrascolaires, dans les institutions, pour les professionnels de la santé aussi, et ce tant en Belgique que dans le Luxembourg et dans le nord de la France. Bruno Hunbeck, dans la préface, écrit « S'autoriser à ne plus supporter les enfants que l'on aime par-dessus tout ». Voilà bien une leçon fondamentale que l'on doit nécessairement prendre chaque fois que, devenu parent, on se donne pour mission de transformer cette petite boule de cris, de pensées incontrôlées, d'émotions mal calibrées et de mouvements désordonnés que l'on appelle un enfant en un adulte suffisamment épanoui pour trouver dans le monde complexe qui est le nôtre une place qui correspond à ses attentes tout en ne s'éloignant pas trop de celle qui définit nos aspirations. Ainsi commence sa préface du livre « Et s'il était possible d'être un parent équilibré ». Une espèce de funambule, le parent. C'est compliqué. Surtout aujourd'hui, je pense plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, dans le sens où la société est tellement dans une urgence que les parents ont très peu de temps avec leurs enfants. Et donc, toute la question de l'éducation, ça prend du temps, en fait. Oui. Et c'est compliqué dans une société où le temps est si compté. On court énormément. Ouais, ouais. Le livre se découpe en 9 chapitres. Ben, comment utiliser ce livre? Quel est le mode d'emploi que vous postulez? Il y en a plusieurs. Oui. Donc, d'une part, il est conçu au départ sur le module que j'ai créé en 2013 qui s'appelle Parent équilibre et qui proposait un accompagnement et qui propose toujours un accompagnement en ligne. Et donc, il était conçu sur 9 mois comme une grossesse pour naître à une parentalité plus équilibrée. Et l'idée, en le transcrivant en un ouvrage, est de permettre de le diffuser encore plus et de permettre aux parents soit de suivre l'accompagnement semaine après semaine, puisque chaque chapitre est découpé en 4 parties, 4 semaines, avec une petite proposition concrète par semaine. Une autre possibilité est de parer au plus pressé et d'ouvrir le livre à la table des matières et se dire « Ah, là, j'ai vraiment une difficulté à propos de tel problème que je rencontre avec mes enfants ou mes adolescents » et de pouvoir lire cette partie-là en priorité. Et le premier chapitre s'intitule « L'enfant, les émotions et moi ». Quelle est la teneur de ce chapitre, Anne-Sophie? C'est peut-être le plus important.
Au début de l'ouvrage, je propose aux gens qui voudraient ne lire que les chapitres au compte-gouttes, urgent, de quand même lire ce premier chapitre parce qu'il est question d'empathie et de la manière dont on peut aller rejoindre l'enfant dans ce qu'il vit, dans ses émotions, pour pouvoir après proposer des solutions. On est dans une urgence de trouver des solutions et on ne peut le faire que si d'abord on a rejoint l'enfant ou l'ado, là où il est, ou la personne, parce que c'est des outils qu'on peut utiliser aussi dans nos relations entre adultes. Donatienne, qui est une maman, écrit « Ma fille m'a dit, juste en m'observant remplir le lave-vaisselle, « Tu as l'air stressée, maman. » Je me suis redressé, je l'ai regardé et j'ai félicité pour son observation. « Oui, tu as raison, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de mon travail. » Puis je lui ai demandé comment elle avait vu. Elle m'a dit « Oh, comme ça, parce que je le vois tout de suite. Tu sais, effectivement, il nous observe et scrute nos réactions. » Et ça, il faut en prendre conscience. Oui. On n'en a pas nécessairement conscience, l'enfant observe et essaye de comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est intéressant que cette maman, dans le témoignage qu'elle m'a rapporté, pense à dire à son enfant « c'est pas de ta faute ». Parfois, ça peut être de leur faute, évidemment, parce qu'il y a un conflit ou quelque chose qui nous embêtait. Mais de pouvoir, parce que l'enfant a tendance à le prendre à son compte et pouvoir... et pourrait se culpabiliser. Et donc c'est intéressant de pouvoir dire là c'est pas à cause de toi, c'est mon travail. En même temps j'ai peut-être moins de patience aujourd'hui, donc j'apprécierais que tu puisses m'offrir un coup de main par exemple. Ou, Et le chapitre suivant, un des chapitres suivants, je cadre, tu limites, il grandit. À quoi servent les limites et le cadre? Rappelons-le. C'est un chapitre vraiment important. On nous demande énormément d'intervenir sur ces questions-là, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, les parents, on vit à une époque particulière vraiment dans l'histoire de l'humanité, dans le sens où jamais les parents n'ont eu aussi peu de temps avec leurs enfants. Combien de temps passe-t-on avec nos enfants sur une journée? C'est vraiment très restreint. Et donc, dans ce laps de temps restreint, il y a comme un évitement ou un découragement des parents d'assumer une partie de leur rôle qui est de poser des limites. Alors c'est clair que c'est pas la partie la plus agréable ni la plus confortable, parce que effectivement quand on pose des limites, l'enfant va pas accepter, va rechigner, va pleurer, va peut-être faire une grosse colère. Et donc dans ce temps restreint, on peut comprendre que certains parents se disent j'ai pas envie de poser la limite parce qu'on va avoir une colère et donc ça va pourrir la soirée. En même temps, les enfants qui ne sont pas frottés au côté un petit peu âpre que peuvent avoir les limites risquent de rencontrer des limites plus tard, à savoir soit à la crèche, soit à l'école. Et donc c'est comme si les parents confiaient aux professionnels de l'éducation cette tâche-là qui du coup va être posée différemment parce qu'il y a plus d'enfants, parce que ce n'est pas leurs enfants. Ils vont le faire avec une posture professionnelle, mais c'est plus compliqué de le faire quand il y a 20, 25 enfants par exemple dans une classe que quand on est à la maison. Et puis l'impact émotionnel est différent. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On a beau chercher la suite, il n'y en a pas. Et les tue, ou volontairement s'aborder. Et pourtant l'arrivée des enfants dans le couple est bien souvent un séisme pour les conjoints devenant parents. Le couple est mis face au défi de se réorganiser en accueillant le tout petit qui prend tant de place et oblige chacun à se repositionner. Nous recevons beaucoup de couples, certains avec la demande de les aider à bien se séparer en préservant au mieux leurs enfants, d'autres avec l'envie de se retrouver après avoir traversé des tempêtes. Beaucoup de demandes visent à cela. Oui. Expliquez-nous par les conférences sur le net. Oui, ou des parents qui demandent une prise en charge thérapeutique oui. En couple pour
pour les aider à se séparer proprement ou en faisant le moins de dégâts possible par rapport à la famille, enfin, ou aux enfants, ou la famille qui va fonctionner autrement. Il y a ce souci chez les parents de pouvoir prendre soin d'eux, donc de quitter une relation qui ne leur convient plus, mais de manière la plus respectueuse possible des enfants. En tout cas, c'est la demande de certains parents. Et puis, on a eu aussi des demandes de couples qui avaient fait un chemin séparément et puis qui finalement décidaient de se retrouver et demandant aussi parfois juste comment communiquer sur ces questions-là avec les enfants ou comment l'annoncer aux enfants ou d'autres couples encore qui nous demandent comment annoncer l'arrivée du nouveau conjoint quand les parents sont séparés. Comment faire? Est-ce qu'il faut l'annoncer de suite aux enfants? Il n'y a pas une seule réponse, il y a plein de réponses en fonction des circonstances évidemment, mais ce sont des questions qui sont importantes. Je voudrais en arriver, pour terminer cette partie de l'entretien concerné un parent équilibré, prendre soin de soi pour mieux prendre soin d'eux et se débarrasser de la culpabilité si c'est possible. C'est le fil ténu qui sous-tend tout l'ouvrage en fait et qui aboutit sur ce dernier chapitre. Et ces questions de... Effectivement, quand un parent va mal, ça peut être... il a pas le moral en ce moment ou ça peut être des difficultés professionnelles. L'ambiance familiale s'en ressent et les enfants sont, comme on le disait tout à l'heure, très très sensibles. Ils vont voilà, il y a un côté très très hyper sensible à ces questions de tiens, je vois que papa ou maman va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Pareil pour les ados, parce que l'ouvrage est conçu tant pour les parents d'enfants que les parents d'adolescents. Et donc l'idée, c'est de pouvoir prendre conscience que en prenant et beaucoup de mamans ont beaucoup de difficultés à faire cette démarche de se dire en prenant soin de moi, en m'offrant 1 heure pour aller faire quelque chose qui me fait du bien, je vais être mieux, j'aurai peut-être plus de patience et du coup, ça se répercute sur la famille. En auto-édition, vous publiez Le concours de Madame Gisèle, un petit livre bien sympathique qui raconte ce que font 9 enfants quand Madame Gisèle leur demande de construire un bonhomme de neige. Et la roue des émotions et l'énéagramme est partie prenante de tout ça. Et comment utilise-t-on cette roue des émotions? Merci. L'idée, c'est d'offrir un outil qui permette aux enfants de partir de leur météo intérieure, donc comment je me sens, d'y associer une émotion de base. On a proposé les 4 émotions de base, donc la joie, la tristesse, la peur et la colère. Donc voilà, par exemple. Et puis surtout, et c'est ça l'originalité de l'outil, c'est que la plupart des outils abordant la question des émotions s'arrêtent à l'émotion et ne vont pas plus loin. L'idée, c'est d'aller chercher quel est le besoin qui s'exprime derrière l'émotion. Donc, de se dire, tiens, de quoi j'aurais besoin? Donc, par exemple, ici, j'ai choisi le soleil, je me sens vivante et j'ai besoin de le partager, par exemple. Et donc, ça permet aux enfants de ne pas s'arrêter à l'émotion. Il arrive souvent que quand un enfant soit en colère, par exemple, on dise « va courir dehors et tu reviendras quand tu seras calmé ». Mais on n'a pas pris soin du besoin. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de se défouler, peut-être qu'il avait besoin qu'on l'écoute parce qu'il y avait une injustice ou parce qu'il y avait quelque chose de compliqué pour lui. Merci Anne-Sophie Thierry pour la profusion de l'autrement dit qui ne cesse de croître. Le concours de Madame Gisèle, autoproduction de l'autrement dit, 9 regards d'enfants révélés par l'énéagramme. Et puis Anne-Sophie Thierry, et s'il était possible d'être un parent équilibré, paru aux éditions Racine. On se retrouve dans un mois. Dans 15 jours, vous avez rendez-vous avec l'équipe de... J'en étais sûr. C'est méchant, mais je me dis, il va la tenter, il va oublier.
Jetons. Jetons l'encre. C'est pas gentil, mais je ne savais pas.